Mesdames et messieurs, amis du MAG, avec BM, soyez les bienvenus à notre plateforme, notre production d'aujourd'hui avec BM. Aujourd'hui, nous allons parler politique avec un politologue qui n'est autre que Monsieur Freddy Moulumba, que nous connaissons tous, politologue congolais, l'homme qui a le combat, n'est-ce pas, contre la balkanisation, en tout cas à cœur de la RDC. En tout cas, c'est parmi les personnes qui nous éclairent plus sur la matière. Je reçois Monsieur Freddy Moulumba depuis Kinshasa. Bonjour, monsieur Freddy Moulumba. Bonjour, cher Blaise. En tout cas, c'est une grâce, c'est un plaisir. Quel honneur de vous avoir finalement sur mon plateau, ici en duplex. Vous savez, nous sommes des patriotes. Nous, c'est la patrie ou la mort. Nous nous battons pour le Congo. C'est ça. Oui. La patrie ou la mort. Première question à vous, monsieur Freddy Moulumba. Pouvez-vous nous éclairer quand on parle balkanisation de la RDC? De quoi parle-t-on exactement? Est-ce une réalité géopolitique, un projet identifiable ou une expression politique utilisée pour décrire la fragmentation du territoire congolais, ou est-ce mythe ou réalité? De quoi parle-t-on quand on parle balkanisation pour le cas de figure de la RDC? Oui, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient que les projets de la balkanisation existent bel et bien. Mais ceux qui sont à la base de ces projets, vous avez les multinationales occidentales, américaines, européennes. Vous avez aussi le Rwanda, l'Ouganda. Donc, les multinationales européennes, dans leur projet, occidentales européennes, il faut couper le Congo en 4 États. Ça, c'est l'Allemagne. Monseigneur Dieudonné Iringi, qui était à Berlin, en Allemagne une fois, il est entré dans un bureau, il a vu la carte du Congo coupée en 4 États. 4 États. Et dès qu'il est rentré à 4 États, ça c'est en Allemagne. Dès qu'il est rentré à Bounia, il a fait une messe, il a dit, regardez ce que j'ai écouté, voyez ce que j'ai vécu en Allemagne, j'ai vu de mes propres yeux. Donc le projet de balkanisation, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Mais ceux qui sont à la base, les premiers, c'était les Américains. Les Américains politiques, sous l'administration Bill Clinton, on avait prévu 5 États. Donc, pour les Allemands, c'est 4. Okay. Mais ça, ce sont des projets. Maintenant, quelles sont les réalités? Oui. Vous avez dans ces projets les Occidentaux. Non seulement ils veulent couper le Congo en morceaux, mais ils veulent mettre la main sur les richesses du Congo. C'est ça l'objectif. S'accaparer de nos richesses, de nos minéraux. Vous avez l'Ouganda et le Rwanda, et qui ont des ambitions, je dirais, un peu territoriales. Je pense que Paul Kagame le dit ouvertement qu'il a des terres à défendre au Congo. Il pense que la plupart de l'ancien royaume du Rwanda allait jusqu'à Goma. Monsieur Paul Kagame n'est ni intellectuel, ni géographe, ni historien. Mais il commence à faire des déclarations. Donc, c'est le projet que lui porte avec Museveni, dans le cadre d'une reconfiguration de l'Afrique des Grands Lacs, qui doit aboutir à la création d'un État fédéral de l'Afrique de l'Est, qui a comme matrice l'EAC. Je pense qu'on appelle ça l'EAC, donc c'est l'économie de l'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est, oui, l'EAC. Donc pour le moment, pour M. Museveni, il faut prendre le Rwanda, Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, le Sud-Soudan. Pour lui, il veut réaliser le projet de Julius Nyerere. C'est lui qui est à la base, le père fondateur, l'inventeur de ce projet, c'est Julius Nyerere. Museveni est l'héritier. Maintenant, il explique qu'il faut qu'on prenne l'Est du Congo, oui, parce qu'il y a des populations qui sont à l'Est du Congo qui partagent presque la même culture, la même langue, avec des ethnies qui sont dans ces États frontaliers, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, pour arriver à créer
un État fédéral. Et dans ces peuples qui sont proches de ethnies ou bien des tribus Rwanda, ougandaises, tout comme rwandaises, ils parlent chez nous ici de Banyamulenge et de Banyarwanda. Donc, le futur État fédéral prendra tout l'est du Congo à partir de Kisangani jusqu'au Nord-Katanga. Et c'est ça le projet. Et le projet est en train d'être réalisé. Et je ne comprends pas ce qui se passe à Kinshasa. Est-ce qu'il y a encore des hommes? Est-ce qu'il y a des élites à Kinshasa? Est-ce qu'il y a des intellectuels à Kinshasa? Est-ce qu'il y a des politiques à Kinshasa? Est-ce qu'il y a d'hommes d'État à Kinshasa? Parce que les choses sont très claires. Je prends les derniers rapports des experts des Nations Unies, les rapports du 11 juin 2026. Tout est clair. M. Kagame, en faisant cette guerre, tout comme l'Ouganda, ils veulent occuper l'Est du Congo, rendre cette partie autonome, peut-être pour aboutir soit à la balkanisation, si ça ne marche pas, ça devient un État, ça devient une entité fédérale autonome. Et cette entité fédérale doit beaucoup plus dépendre de Kagame, au cas où la balkanisation échouait. Mais pour le moment, on est en train d'installer des populations d'origine rwandaise, tout comme des populations ougandaises, là où les Congolais ont fui. Donc, quand on suit l'OIM, donc l'Organisation internationale des migrations, d'immigration, oui. le Congo, des migrations, oui, il y a 7 800 000 Congolais qui sont des réfugiés internes. Donc, le Kivu, le nord sur le Kivu jusqu'à Kisangani, il y a des espaces vides. On tue les Congolais et puis on place ces populations et ces terres, à la longue, pourront devenir des terres rwandaises tout comme ougandaises. Voilà les projets. Mais je pense que c'est ça, Kinshasa, où il y a un problème. Dans les rapports même des experts du 11 juin 2026, tout est très clair. Ces gens sont décidés de changer le régime à Kinshasa. Ils sont décidés de faire un coup d'État en chassant Félix Tshisekedi du pouvoir. Donc, tout ce qui se passe actuellement là, dialogue, négociation, l'objectif c'est quoi? Faire à ce que Félix ne soit plus président, faire à ce que qu'ils arrivent à Kinshasa, en faisant bien entendu le coup d'État, et qu'ils installent leur type, leur dirigeant à Kinshasa, qui doit gérer le Congo pour les intérêts des Rwandais et des Ougandais, qui ont besoin de nos terres, et pour les intérêts internationaux occidentaux, qui ont besoin de minerais. Donc, il faudrait que les Congolais soient très conscients. Et moi, je demande à tous ces gens qui font du bruit, lisez un peu, parce que les rapports des Nations Unies, pardon, des Nations Unies, est sur Internet. C'est très clair. Pourquoi on n'est pas conscient de ça? Et je vois les gens s'embrouiller. Des intérêts croisés. Là, il y a l'Ouganda et le Kenya, visée expansionniste. Plus de terres. Ils ont appelé Berlin bis pour avoir plus de possibilités, aussi pour transplanter la population. Il y a aussi les multinationales maintenant qui sont là. Maintenant, le contexte mondial est en train d'évoluer. Ne pensez-vous pas que c'est au Congolais de faire un effort, de proposer ce que le Rwandais donne gratuitement aux multinationales? Comme ça, on peut préserver l'intégrité territoriale. Non, ce serait une erreur. Ces gens, c'est une erreur de penser dans ce sens-là. Oui. Parce que tous les profitent du pillage. Il y a un rapport qui est sorti des Global Witness qui achète les coltans du Rwanda, les coltans que les Rwandais pillent au Congo. Il y a le coltan de sang. De sang. Qu'est-ce qui se passe? Les multinationales sont installées à Kigali. Oui. Les Rwandais militaires, ils viennent au Congo, ils tuent des Congolais, ils pillent, ils volent les coltans, ils vont à Kigali, là où se trouvent les marchés, ils vendent. Qui achète? Ce sont les entreprises occidentales, américaines, et britanniques et tout ça, européennes et britanniques. C'est qui achètent. Mais ils prennent maintenant ces minéraux, ils vendent aux Chinois.
Voilà un peu là où ça, les choses deviennent compliquées. Donc, on peut dire 80% de ces minéraux aboutissent, donc arrivent dans des usines, dans des fonderies chinoises. Chinoise, oui. Sur 8 fonderies, selon Global Witness, sur 8 fonderies, 6 sont chinoises. Il y a une fonderie, je pense, en Thaïlande, et une autre fonderie à Kazakhstan. Donc, sur le 8, donc tout ce qui part de l'Urubaïa, ça atterrit en Chine et dans d'autres pays de l'Asie. Maintenant, ce sont les multinationales technologiques, c'est les entreprises qui fabriquent des matériels tels que iPhone, tout comme Samsung. Ils vont maintenant s'approvisionner auprès de ces entreprises-là. Donc, Oui. ça devient maintenant très compliqué. Très compliqué. C'est là où j'ai fait intervenir l'accord de partenariat stratégique entre l'Amérique et le Congo. Il faut que tout le monde soit conscient. Cet accord nous a sauvés. Pour ne pas dire que Félix Tshisekedi et Trump ont sauvé le Congo. Là, vous faites allusion à ce document. J'étais à Washington avec le prof Niquez. Nous étions avec le Washington, je me rappelle, ce 4 décembre. Allez-y. Oui. Cet accord nous a sauvés. Pourquoi je l'ai dit? D'abord, il faut que les Congolais comprennent. Nous sommes dans un environnement de compétition entre grandes puissances. Grande puissance, oui. Les grandes rivalité. Une rivalité permanente. Oui. Permanente. Qui sont les puissances rivales. C'est la Chine et l'Amérique sur le Congo. La Chine contrôle 80% des minéraux congolais, les entreprises chinoises. Donc l'Amérique n'est pas tellement présente, ou bien l'Occident. La Chine est tellement en avance sur le plan technologique. Maintenant, que fait l'Amérique? L'Amérique veut, comment dirais-je, sauvegarder ses chaînes d'approvisionnement, sécuriser les chaînes d'approvisionnement en matière de terres rares ou bien de minéraux stratégiques. OK. Voilà pourquoi voilà pourquoi l'Amérique a signé un accord de partenariat stratégique avec le Congo. Oui. Sur les minéraux stratégiques. Pourquoi ça nous tombe? C'est parce qu'au niveau de ces accords, l'accord de partenariat stratégique, nous sommes maintenant sous influence américaine. Nous sommes dans la sphère d'influence américaine. Pourquoi je le dis encore? Dans les documents, tout est très clair. Il faut sauvegarder, respecter l'intégrité territoriale du Congo. 1. 2. Il faut respecter la souveraineté nationale du Congo. Donc, tout celui qui doit avoir accès à nos minéraux, il doit les acheter de manière propre, respecter les lois congolaises. Mais il y a un plus. Il ne faut pas seulement respecter les lois congolaises, il faut aussi respecter les lois américaines. Donc, toutes les entreprises qui viendront travailler au Congo, qu'elles soient américaines, européennes, chinoises, doivent respecter d'abord les lois congolaises, mais aussi les lois américaines. Pourquoi je le dis aussi? Parce que les Américains, quand je dis américains, les entreprises américaines, d'abord, oui, la plupart des entreprises la plupart des multinationales américaines, je dis américaines, qui sont au Congo, ne sont pas domiciliées à Washington. Ils sont domiciliés ailleurs. L'exemple de Alpha Mine, qui est une entreprise américaine, qui travaille à l'Est, Alpha Mine est domicilié dans une île, en île Maurice. Alpha Mine, ils sont propriétaires, ils sont, je pense, l'entreprise qui est derrière une mine d'or, je pense bien, une mine d'or. Non, oui, mine d'or, puis il y a d'autres éléments, d'autres mines minéraux stratégiques. Donc cette entreprise américaine n'est pas domiciliée en Amérique. Elle est domiciliée en île Maurice. Donc, au cas où la loi américaine serait d'application, ça sera difficile pour que ces entreprises travaillent parce qu'il faut respecter la loi américaine. Voilà. Parce que les autres. Le code de travail, utilisation d'enfants soldats dans le trou de mine, tout ça. Tout ça, les lois. Donc, au cas où vous faites un problème ici, si tu es américain, tu es, comment dirais-je, jugé par les tribunaux américains. Voilà pourquoi beaucoup d'entreprises évitent de s'installer en Amérique à cause de la loi américaine.
Ça, moi, je dis que nous sommes sauvés. C'est une chance exceptionnelle. Non seulement cet accord de partenaires stratégiques nous sauve sur le plan, je dirais, un peu économique. D'abord, on ne saura pas nous piller. Donc, tout celui qui a le droit d'avoir nos minéraux, il doit acheter. Et deuxième chose, sur le plan, je dirais, un peu juridique, nous sommes protégés par l'Amérique de Trump. Et l'Amérique ne le fait pas parce qu'on aime le Congo. L'Amérique sait très bien, l'Amérique de Trump, les Américains, l'État américain, c'est que quand il y a des désordres au Congo, ces chaos profitent aux Chinois. Or, l'Amérique est en compétition, en rivalité avec la Chine. Donc, si on met l'ordre au Congo, je pense que ça peut freiner, je dirais un peu, les pillages du Congo au profit de la Chine. Donc, il y aura un peu de transparence, bonne gouvernance, et tout celui qui va aller au-delà de la loi sera sanctionné. Mais ça va nous permettre aussi de nous développer. Parce que dans l'accord stratégique entre les Occidentaux, entre l'Amérique, les partenaires stratégiques de l'Amérique, il y aura des usines qui vont s'installer ici. Ça va créer des emplois. Donc, il y a de bonnes choses. Ce que moi je dis, cet accord a sauvé. Cet accord est à l'avantage du peuple congolais. Mais le drame, ceux qui sont habitués à venir voler, piller, qu'est-ce qu'ils font? Ils sabotent. Comment ils sabotent? D'abord, je prends l'exemple de l'Union européenne. L'Union européenne a signé un accord avec une convention, un accord avec Kagame dans le cadre de Global Gateway. C'est ça. Global Gateway, voilà, Global Gateway. Gateway. Et on a versé à Kagame 900 millions d'euros, plus 900 millions d'euros, pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement des minéraux stratégiques. Or, le Rwanda n'a pas de minéraux. Donc, l'Union européenne va signer Global Gateway avec le Rwanda sur nos minéraux. Donc, ce sont les minéraux volés. Et comme maintenant on met en application les lois américaines, les lois congolaises, ça sera difficile que l'Union européenne justifie encore ce qui fait avec le Rwanda. Donc, c'est ce qui fait que vous voyez actuellement, d'abord, quand on a demandé quand on voulait signer l'accord avec les Américains, vous avez vu, même l'opposition, les catholiques, ils sont partis en Amérique pour demander à Trump de ne pas signer avec le Congo. Ils ne le font pas par hasard. C'est parce que ces gens défendent les intérêts de ceux qui pillent le Congo. Vous avez les multinationales, vous avez l'Union européenne, vous avez la Chine. Donc, ça leur profite. Et ces gens qui portent les casques d'opposition, vous voyez, non, il faut discuter, il faut négocier. C'est pour qu'on remette en cause l'accord de partenariat stratégique entre la RDC et le Congo. Pour que l'Occident, l'Union européenne, essaye un peu d'avoir certains clients au gouvernement pour défendre les intérêts. Mais au-delà de ça, l'Union européenne est en collusion, en compétition. Donc on veut faire l'accord pour faire entrer les agents de l'Union européenne dans le gouvernement. Comme ça, eux vont retarder les choses dans ce sens-là. Ce sont leurs agents qui entreront dans le gouvernement pour mettre des bâtons dans les roues dans l'accord de partenariat stratégique RDC-États-Unis. Exact. Donc, c'est ça l'enjeu de ce dialogue ici. Ce n'est pas pour trouver une solution ou bien à la crise. C'est faux. Il y a que des naïfs qui ne comprennent pas la géopolitique qui peuvent accepter. Parce que dans ce monde en compétition, il y a une reconfiguration du monde. Vous avez l'émergence de nouvelles grandes puissances. L'Union européenne, comme elle est en conflit, en compétition avec l'Amérique actuellement, veut aussi avoir sa sphère d'influence en Afrique. Et sa sphère d'influence se trouve où? Dans les grands lacs. Dans leur calcul, les grands lacs, c'est la sphère d'influence de l'Union européenne. Comme ils veulent aussi devenir une grande puissance, quand on va partager le monde, il faut que ce soit à la table. Pourquoi l'Union européenne ne sanctionne ni Kagame ni Museveni. Et voilà pourquoi l'Union européenne soutient en coulisses
position congolaise, c'est pour faire face à l'Amérique de Trump qui a tout verrouillé. Donc, nous sommes sous pas américains. Ce n'est pas juridique, quoi. Mais nous sommes sous la sphère américaine. Et là, ça a remis tous les intérêts des autres. Voilà pourquoi la crise perdure. Voilà pourquoi Kagame s'entête. Voilà pourquoi ces gens, donc AFC M23, les rebelles, veulent s'installer directement en attendant que Trump quitte le pouvoir. Si Trump va quitter le pouvoir, là, ils vont essayer de revenir encore. Donc, dans la tête, ce que les Congolais doivent comprendre, on ne veut pas que l'accord de partenariat stratégique entre la RDC soit un succès. Maintenant, tout dépend de nous. Quand tout dépend de nous, c'est d'abord le travail des intellectuels. Oui. Un intellectuel doit penser la société. Quand tu as des problèmes, c'est l'intellectuel qui doit montrer la voie à suivre, montrer la vérité à notre peuple, donner l'information. Et aussi, il faut maintenant qu'il y ait des hommes politiques, des hommes d'État, qui doivent se référer à ce que les intellectuels congolais disent pour réussir leurs actions en politique. Mais curieusement, vous avez une classe politique de mercenaires. Il faut rappeler l'histoire. Vous dites une classe politique de mercenaires. Ces mots sont trop forts, c'est trop dur, monsieur Freddy. C'est trop dur de qualifier les politiciens de mercenaires. Comment vous défendez ça? Je ne suis pas ni diplomate, ni politicien. Je dois dire la vérité à notre peuple. Allez-y. Pourquoi j'ai dit qu'ils sont mercenaires? Il faut aller mettre dans l'histoire. Vous savez, quand Mobutu est parti en 1997, il y a eu la vague du Rwanda. N'oubliez pas qu'on avait un chef d'état-major, James Kabarebe, qui était rwandais. Rwandais, oui. Donc, le Rwanda a mis ses élites au pouvoir à Kinshasa. Il faut que les gens doivent retenir. Et pour devenir politicien, ou bien faire la politique, il faut l'accord de Kagame ou bien de Museveni. Voilà pourquoi Moussé Kabila a eu des problèmes. Moussé Kabila avait refusé la tutelle. Mais depuis l'assassinat de Moussé jusqu'à aujourd'hui, les mercenaires sont encore dans les institutions. Ils sont encore partout. D'ailleurs, rappelez-vous le discours du président Tshisekedi à Houston, juste après le match qu'on avait fait. Oui, à Houston, oui. J'étais dans la salle. J'étais dans la salle. J'étais dans la salle, oui, je me rappelle, oui. Que les gens ont compris. Oui. Son discours qu'il a fait. Moi, je l'ai suivi, je l'ai décrypté. Le président dit, nous avons d'abord, il y a Lingala, Banguna, Basilité. Donc les ennemis sont encore là. Ils sont encore juste dans nos pantalons. Il termine pour dire, en prononçant, en donnant quelques phrases de notre hymne national, dressez vos fronts, longtemps courbés. Longtemps courbés, oui. Et il a dit, il est là pour donner la dignité au peuple congolais. Est-ce que les gens comprennent au moins ce que se disent intellectuels hommes politiques? Donc nous sommes dans une lutte je dirais un peu, de libération sur le plan économique. Il faudrait qu'on soit conscient. Nous voulons que les matières premières, les richesses du Congo profitent au Congo, aux Congolais, et que notre peuple vive dans les meilleures conditions. Je ne sais pas si on est conscient. Moi, j'ai eu la chance de faire le Katanga et le Touri. Mais quand vous partez à l'intérieur, d'abord, l'État n'existe pas. Ce sont des individus qui font n'importe quoi. Il y a des partis occupés par Kagame et Museveni. Et notre population est dans une pauvreté incommensurable. Je ne comprends pas qu'à Kinshasa, il y a des individus qui se disent des Congolais, d'accepter que notre peuple souffre comme ça. Nous vivons à Kinshasa. On peut manger, on peut boire. Mais nos parents, nos cousins, nos petits frères qui sont au village, ils vivent dans quelle situation? Normalement, quand on s'est dit homme politique, c'est rendre le peuple heureux. Oui. Mais quand on est, comme je viens de citer ici, quand on est mercenaire, c'est piller. Ce qu'on a pillé, on met à l'étranger,
pensant que quand on va quitter le Congo un jour, on va très bien vivre. C'est ça la C'est ça. leçon ici. La plupart des Congolais, ils font la politique, ils volent. Ils ont des comptes à Kigali, en Ouganda, en Amérique, en Europe. Et généralement, ils pensent que si demain Félix n'est pas au pouvoir, même si on changeait le régime, ils vont trouver refuge en Occident. Et de là, ils peuvent facilement vivre. Mais moi, j'ai dit que les gens se rappellent l'histoire des Mobutistes. Les Mobutistes, qui étaient dans l'entourage de Mobutu, ont, comment dirais-je, trahi le maréchal. L'ambassadeur américain qui était ici, Simpson, Oui. il a touché les Mayel. Il a touché Mayel, le général Mayel qui a été tué. Donc, tous les staffs qui étaient dans l'entourage de Mobutu, pour leur dire acceptez que l'AFDEL entre au Congo, on va vous sécuriser. Si vous voulez, vous partez en Europe, donc en Occident, avec votre argent, vous allez très bien vivre. Et beaucoup ont accepté, ils ont trahi. Mobutu est parti, Mobutu est mort. Maintenant, ceux qui sont partis, qui ont accepté, dirais-je, les conseils de l'ambassade américaine, qui sont partis vivre en Europe, ils vivent dans quelles conditions aujourd'hui? Ah Beaucoup oui. sont morts. Ils sont morts beaucoup. D'autres sont rentrés ici pauvres. C'est ça. Beaucoup Et racontent des ceux qui histoires avaient quand nous trahi, étions. exact. Et ceux qui ont trahi Mobutu, ils sont revenus pensant travailler avec la FDEL. Ils sont où aujourd'hui? Voilà les leçons de l'histoire qu'il faut apprendre. Voilà la vérité qu'il faut dire à notre peuple. Qu'on vous le veuille ou non, nous sommes dans une lutte de libération économique. Il faut que les richesses du Congo appartiennent aux Congolais et que ça profite aux Congolais. Le seul pays, la seule puissance qui nous protège, avec qui on peut faire des affaires, actuellement, c'est l'Amérique. Pourquoi je l'ai dit? Ça fait plus de 30 ans. 30 ans que le pays est occupé. Oui. Kagame et Museveni voulaient le minerai. On tuait des Congolais. Bilan 10 millions de morts. 7 millions de déplacés internes. En Occident, même pas un mot. Trump dit il arrête. C'est vrai, c'est pour faire face à la Chine. Mais ça nous profite. Même si les Américains vont prendre des minéraux, mais du moins, nous serons en vie. On ne va pas nous tuer, nous serons sécurisés. Et puis, en politique, la politique, ce n'est pas la religion. Il faut comprendre qu'on prend toujours, entre deux mots, on prend le moindre mal. C'est ce qu'on appelle le réel politique. Ok. Pour le moment, la réelle politique réelle, oui. Oui, il faut être avec les Américains. Qu'on ne fasse pas une erreur. Monsieur Freddy, ne trouvez pas que les Américains, en quelque sorte, beaucoup de Congolais pensent qu'ils nous perdent le temps. Parce que eux, le problème de la Chine, c'est ralentir la Chine. Pas investir en RDC, selon une certaine pensée. Il y a des Congolais qui commencent à penser comme ça. Les Américains veulent ralentir la Chine. Pas investir réellement. Vous, en tant que politologue, vous avez observé tous les régimes. Je me rappelle, je vois vos images. Vous êtes très jeune là, je vois vos images là. Mobutu, Mosé Kabila, Joseph Kabila, aujourd'hui Félix Tshisekedi. Je vois beaucoup de vos images là. C'est que vous avez vécu le temps. Vous, en tant que doyen, vous avez vécu tous ces moments-là. Êtes-vous pas convaincu que les Américains veulent investir ou bien ils veulent ralentir la Chine? Non, je viens de vous dire ici, il y a une compétition entre deux grandes puissances. Il y a des rivalités. Ça, c'est qui est normal. Ça, c'est qui est normal. L'Amérique ne peut pas accepter que la Chine se plante. Ça, c'est quelque chose de normal. Il faut prendre cet effet. Mais qu'est-ce que nous pouvons tirer? D'abord, l'accord de partenariat stratégique n'interdit pas qu'on fasse l'affaire avec les Chinois. N'interdit pas. Mais l'accord global, l'accord de partenariat stratégique demande à ce qu'il y ait de l'ordre au Congo. Okay. Il faut que la loi soit respectée, que les richesses profitent aux Congolais. C'est déjà positif. Parce que la Chine a investi. Hein. La Chine est là, elle contient 80% de nos richesses. Est-ce que vous pouvez me dire que les investissements chinois profitent au peuple congolais? Regardez la misère. Faites le tour.
Les Américains vont venir investir. D'abord, nous sommes trop riches. On a besoin, nous avons des capitaux, nous avons nos richesses, nous pouvons discuter avec les Américains. L'Amérique est trop riche, ne vous en faites pas. Les grandes multinationales américaines peuvent venir investir, mais à condition qu'il y ait la sécurité judiciaire, juridique. Donc, quand on dit juridique, il faut quand même le pouvoir judiciaire très solide, efficace, qui n'est pas corrompu. Mais aussi, il faut sécuriser les minéraux, parce que si vous n'avez pas une armée forte, tous les bandits du monde passeront pour les prendre. Donc, si nous mettons la sécurité juridique, nous mettons la sécurité militaire, les Américains viendront investir. Et je pense que les investissements américains vont nous permettre de nous en sortir. Ceux qui pensent que l'investissement chinois, tel que ça fonctionne actuellement là, que ça est une bonne chose pour nous, ils se trompent. Voilà pourquoi les gens discutent, ils n'ont pas d'informations. Moi, j'étais au Katanga. J'ai fait les lois là-bas, j'ai fait le Katanga. Par route, on a fait comment dirais-je, un documentaire sur les minéraux de sang. On passait par là avec la Légion française, Omerta. Ils les a accompagnés, mon cher ami, même si ça fait mal. Quelle misère au Katanga. Je dis, quelle misère. La pollution. Chaque jour ici, vous ne voyez que des camions, on appelle ça track, qui quittent les Katanga vers la Chine. Parce que tous les minéraux là sont refinés en Chine. Oui. Mais la population est pauvre. Très pauvre. Et j'ai dit, les minéraux, un jour, ça va terminer. Il n'y aura que des tours au Katanga. Est-ce que les gens pensent, d'ici 30 ans, cette population serait dans quelles conditions? Voilà pourquoi les intellectuels, je dis les véritables, doivent s'y penser, faire des recherches, monter à notre peuple où sont les intérêts du Congo, quels sont les enjeux, étudier les propositions chinoises, étudier les propositions américaines et définir nos propres intérêts, les intérêts congolais. Ça demande les Chinois ont-ils des propositions? Parce que les Chinois, ils viennent pour venir. Les Chinois n'ont jamais eu un projet à long terme. Non, il y a une différence. C'est là, moi, j'ai dit, c'est notre faute. Les Chinois, ils s'adaptent, ils sont pragmatiques. S'ils viennent et trouvent que vous êtes des idiots, ils vous corrompent, ils vous exploitent. Si vous êtes des gens sérieux, ils vous respectent. Ils négocient, hein? Oui. Et surtout si les entreprises chinoises sont protégées par l'État chinois. L'État chinois n'accepte pas n'importe quoi. Parce que les Chinois savent, les présidents chinois savent, s'il y a une corruption qui entre en Chine, le pouvoir chinois va s'effondrer. Parce que l'histoire montre que tout pouvoir dans lequel il y a la corruption, les détournements de fonds, c'est un pouvoir qui ne fait pas longtemps. Et le président chinois a tiré des leçons. Voilà pourquoi il lutte contre la corruption. Mais tous, c'est nous. Les Congolais préfèrent, je te prends un exemple, quand on est parti négocier en Amérique, mais on négociait quoi? Même les Américains étaient étonnés. Tu sais, les Américains ne comprennent pas ce qui nous arrive. C'est notre pays. Pourquoi on ne défend pas nos intérêts? Le verre est dans les fruits. Voilà pourquoi on s'embrouille. Le verre est dans les fruits. Le président l'a dit. Il a expliqué. Les ennemis sont même dans les pantalons. Nous sommes tellement infiltrés. C'est là où on va voir l'élite, la véritable élite congolaise, de travailler, montrer la voie à suivre et de savoir négocier avec les autres. On ne peut pas être contre les Américains, contre les Chinois, contre les Européens. Les Européens viennent, les Chinois, tout le monde qui vient, on dit, regardez nos intérêts. Ça prend drôle à laisser. Mais nous ne voulons pas faire ça. Quand on vient, on va négocier pour toucher 20%, 30%. Et l'argent de corruption, là, vous allez déposer dans des banques en Occident. Or, quand vous déposez, ils sont au courant. Les jours où vous n'êtes plus au pouvoir, ils prennent tout. Ils le prennent, non? C'est ça. Oui. Comment on peut être naïf jusqu'à ce niveau? Donc, naïf, je pense que le moment est venu de... Oui, de se remettre en cause, de réfléchir
qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays? Parce que nous allons tous passer. Pensez à la vie de nos enfants d'ici 10, 20, 30 ans. Et nous avons la chance d'avoir ce que je peux appeler certains éléments de puissance. Nous avons les richesses. Nous sommes extrêmement riches. Nous avons la population, au moins 100 millions d'habitants. Nous sommes au cœur de l'Afrique. Sur le plan géographique, Oui. nous sommes déjà une puissance, je dirais un peu potentielle. Oui. Mais qu'est-ce qui nous manque? Des choses. D'abord, les élites. Ces élites n'ont pas les ambitions de grandeur. Il faut faire rêver le peuple, voir grand. Voilà pourquoi quelquefois j'ai fait appel à Mobutu. Les Zaïre en temps, c'était un grand pays, on nous respectait, bien qu'il était dictateur. Deuxième chose, savoir la volonté de puissance. On ne peut pas être un pays puissant avec des élites faibles. Il faut ça que ça soit dans la tête des gens. Nous sommes un pays, nous sommes une puissance, il faut que les élites soient à la hauteur des enjeux. Le problème du Congo, vous avez des élites qui cherchent encore à manger, qui cherchent à avoir une parcelle, qui cherchent à monter dans l'avion en première classe, une élite de jouisseurs. Voilà le problème du Congo. Donc, si on ne change pas l'élite, ça je l'ai dit à tout le monde, si on ne change pas d'élite, nous perdrons notre pays et nous serons les esclaves des Rwandais et des Ougandais. Maintenant, c'est le changement d'élite au fait de la pression de manière collective pour que tout le monde prenne conscience. Parce que quand on dit changement d'élite, ça veut dire quoi? C'est un peu comme l'histoire des FDLR, dont les Rwandais ont parlé de la neutralisation. Neutraliser, changer, c'est compliqué. Quand vous parlez du changement d'élite, vous faites allusion à quoi concrètement, M. Freddy? Parce que moi, je pense que c'est un effet de conscience collective qui va faire que tout le monde rentre quand même à la raison. Non, je pense que ce qu'il faut demander, il y a d'abord, excusez-moi, il y a d'abord des actions immédiates. OK. Donc, court terme, moyen terme et long terme. Pour le moment, dans l'immédiat, nous devons mettre en place les critères pour être membre du gouvernement. OK. Ça signifie qu'il faut être compétent, avoir l'expérience, être honnête, être patriotique et patriote. Ce sont des critères très clairs. Ça, c'est dans l'immédiat. Dans l'immédiat aussi, il faut que l'information circule. Ça signifie qu'il faut réinventer d'abord les médias. Quand je dis médias, c'est d'abord les médias publics. Okay. Il faut qu'il y ait des réformes, il faut qu'il y ait une politique nationale de communication. Pour le moment, il n'y a rien. On navigue à vue. Dans l'immédiat, il faut penser à avoir ce que je peux appeler les 3 piliers de l'État. D'abord, il faut purger la justice, déboulonner tous les voleurs et tous les mercenaires, déboulonner tous les corrompus et les corrupteurs. Deuxième chose, il faut une administration. Parce que quand vous partez à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a même pas de bureau. L'État n'existe pas. Donc, il faut déjà créer une administration, réinventer. Et troisième chose, il faut une armée. Parce qu'on ne peut pas être un pays trop riche, tel que nous sommes là, ne pas avoir une armée forte. Ouais. Mao disait, si vous êtes riche, vous ne savez pas protéger vos richesses, on vient les prendre gratuitement. Ce sont les 3 piliers dans l'immédiat là qu'il faut mettre en place. À moyen terme, il faut une réforme, réinventer l'université, réinventer l'éducation. Ça signifie qu'il faut éviter ce que les autres, les colonialistes viennent nous donner comme conseil ici. Il faut éviter ça.
Donc il faut refuser, essayer un peu de réinventer notre université, notre éducation par rapport aux mutations géopolitiques, par rapport aux mutations technologiques et par rapport aux besoins de la société. On ne peut pas voir des universitaires qui sont chaque jour vous dire non, je suis docteur et professeur, alors qu'ils sont en économie, ils sont incapables d'abord, eux, un économiste qui est pieds nus, et puis deuxième niveau, un économiste qui est incapable de résoudre les crises économiques qui se posent au pays. Oui. Donc il faut revoir toute cette université-là, adaptée aux réalités. Donc ça, c'est à moyen terme. À long terme, je pense qu'il faudrait déjà construire au moins une génération aujourd'hui, avec une vision de grandeur, une éducation de puissance. Pas dire que nous aimons la paix, on n'aime pas les conflits, non. Les conflits sont inhérents là où il y a l'argent, là où il y a le pouvoir. Ah oui. Il ne faut pas être naïf. Il faut adorer les conflits. Vous aimez les conflits, mais vous tentez de chercher des solutions. Résoudre ces conflits-là. Mais chez nous, dans notre culture, tu vois les problèmes culturels, on dit oh non, nous aimons la paix et on n'aime pas les conflits. Non. Si vous aimez la paix, les Rwandais n'aiment pas la paix, les Rwandais aiment la guerre. Mais ils viendront vous tabasser et vous occuper. Donc il y a un problème de l'imaginaire qu'il faut changer. Ça se change à travers des générations. Donc si aujourd'hui nous décidons pour la génération future, au moins, disons 25 ans, on commence par l'école primaire. On donne une autre vision de grandeur, de fierté aux Congolais. École primaire, il faut revoir le contenu des cours. École secondaire, université, ça fait à peu près 25 ans, une génération. Donc dans 25 ans, on peut avoir une nouvelle élite de qualité, élite qui a les soucis de son peuple ou de son pays, qui peut-être déjà, qui arrivera après 25 ans, qui va prendre les relèves. Mais rien n'est fait. Et je vois les gens discuter, tous ces mercenaires ici. Ils discutent quoi? Oh, la Constitution. Ah, vous savez, on ne doit pas revoir la Constitution. Oh, Félix veut rester Mimimi là au pouvoir. Mais ils ne savent pas ce qui se passe réellement. Le pays est occupé. Le pays est occupé. Ils ne parlent pas de l'occupation du pays. Ils ne parlent pas du Rwanda. Mais tout leur temps, c'est attaquer Tshisekedi. Ça n'a pas de sens. Voilà les gens qui sont étourdis. Et moi, je dis que c'est le travail des intellectuels, le travail des journalistes. Commençons par dénoncer tous ces bandits-là, il faut les dénoncer. Mais la presse, qu'est-ce qu'elle fait? La presse est à la mangeoire. On vole l'argent, on pille, mais vous regardez. Ne fût-ce que faire une investigation, faire des enquêtes, ça coûte quoi? Les informations sont là. Donc nous avons notre responsabilité en tant que journaliste, en tant qu'intellectuel. Les politiciens font ce qu'ils font parce qu'en face, il n'y a rien. On a toujours dit chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Qu'il mérite, oui. Donc, oui, si nous ne méritons pas ces dirigeants, mais il faut changer. Il faut les changer. Cette classe politique qui date depuis la conférence nationale souveraine jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas renouvelé la classe politique. Même les jeunes gens qui viennent crier, on devient homme politique, ils s'accrochent encore à tous ces veillards-là. On peut dire, c'est pas si mauvais d'être vieux. On a quelle expérience? Qu'est-ce qu'on va transmettre à la nouvelle génération? Des magouilles? Des compétences? Donc les jeunes gens doivent, ceux qui veulent faire la politique, d'abord doivent s'instruire, apprendre l'histoire politique du Congo. Beaucoup ne connaissent même pas. Ils les voient avec des théories, font du discours, mais ils ne savent pas que si vous n'avez pas, vous ne connaissez pas votre histoire, vous n'irez nulle part. Donc, il faudrait que les intellectuels et les journalistes s'y mettent. Nous avons une chance exceptionnelle aujourd'hui d'être sous influence des sphères américaines. C'est déjà positif. Et je rappelle, les Américains n'ont jamais colonisé un pays. Les Américains n'ont jamais colonisé un pays. Et quand ils viennent, c'est faire les affaires. Il y a cet intérêt. Mobutu a eu la chance avec les Américains, mais qu'est-ce que Mobutu a fait? Tout le monde était dans la danse. Tout le monde a adulé. Au lieu de travailler.
Donc les Américains n'ont pas empêché les Zaïrois de travailler. C'est nous-mêmes. Tirons les leçons du passé pour que l'histoire ne se répète pas. Étudions, aujourd'hui les Américains reviennent. Étudions d'abord la période de Mobutu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Ça a terminé par l'occupation du Congo par les Rwandais et l'Ouganda. On tire des leçons. On part ailleurs, à l'étranger, là où les Américains sont passés. Quels sont les résultats? Moi, je te prends l'exemple de la Corée du Sud. Corée du Sud, oui. J'étais en Corée du Sud. C'est un pays qui est pauvre, hein? Ils n'ont pas de minéraux, ils n'ont rien. J'avais une secrétaire sud-coréenne, une petite fille là, qui me disait que nous ici, on vivait tellement en désordre. Une indiscipline notoire. Quand les Américains sont arrivés, on a mis de l'ordre. Aujourd'hui, la Corée est 13e, bien 12e, c'est pas 7e puissance mondiale. Hein. Ils n'ont pas de minerais. Ils n'ont pas de minerais. Et c'est seulement la protection américaine qui a fait que la Corée du Sud puisse connaître ce qu'elle a connu aujourd'hui. Il ne faut pas être naïf. Dans un environnement de compétition entre grandes puissances, il faut être protégé par une puissance. OK. Qu'on ne soit pas naïf. Parce qu'ici, les gens pensent que la politique, ce n'est pas la religion. La politique étrangère. La géopolitique, ce n'est pas la religion. Tout est question de rapport de force. Vous êtes faible, vous cherchez quelqu'un qui est fort pour vous protéger. Nous, on a cherché la protection américaine. Les gens disent, oh non, tu ferais bien parti pour se maintenir au pouvoir. Voilà un peu l'idiotie de nos élites. Donc, tu sais que dit est parti en Amérique pour que le Congo soit en sécurité, qu'on ne puisse pas les tuer et les piller. En 2013, j'étais avec un lobbyiste hollandais, mais d'origine congolaise, Alphonse Mambi. On a fait l'Europe. Donc, on a fait la Hollande, on a fait la Belgique et la France. Nous sommes partis en Belgique. On a rencontré Herman De Croo. C'est un homme d'État belge. On avait publié un livre sur la balkanisation avec le professeur Kangwé Mbaye et le professeur Mukoka. OK. On prend le livre, on lui remet. L'ancien premier ministre belge, Herman De Croo, il nous dit, vous perdez votre temps avec vos histoires de négociation là. Si vous voulez que la guerre en RDC termine, allez en Amérique. Très clairement, allez en Amérique. En 2012-2013. C'est Herman De Croo qui nous dit ça. Aujourd'hui, les Américains sont là. Moi, j'ai dit que c'est une chance. Hein? C'est le moindre mal. Parce qu'avant, on souffrait, on pillait, on tuait, personne ne parlait. Aujourd'hui, Kagame, qui pensait être les dieux, il commence à pleurer. Aujourd'hui, on commence à parler du génocide congolais. Auparavant, on n'en parlait même pas. Les rapports sont sortis, on les met dans les tiroirs. La voix du Congo ne portait pas. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, le monde sait, connaît que le Congo existe. Donc, profitons de ça. Profitons de ça. Ça signifie qu'il faut des élites de qualité qui comprennent l'essence de l'histoire et qui doivent se mettre du bon côté de l'histoire. Si on ne le fait pas, on va le regretter un jour. En tout cas, si on ne le fait pas, on va regretter un jour. Merci Freddy Moulumba. Merci beaucoup d'avoir nous avoir offert ce temps ici. On a fait presque 45 minutes de beaucoup de données, beaucoup d'informations très importantes qui vont aider les Congolais à mener ces combats et les mener à bon port. Un mot de la fin pour terminer notre échange d'aujourd'hui, M. Freddy. Non, moi, je demande au peuple congolais de ne pas perdre l'histoire, pardon, l'espoir. OK. Ça c'est toujours comme ça, pendant une période de crise, mais on finit toujours par nous en sortir. Je compare la situation actuelle avec les Rwandais et l'Ouganda qui veulent créer un État à l'Est.
Je la compare à la situation de la session katangaise. Mhm. Du temps, session katangaise, Tshombe était président, c'est pour premier président. Il avait une monnaie, il avait une police, une armée, et l'ambassadeur belge était accrédité au Katanga, à l'État indépendant du Katanga. Au Katanga. Quand les intérêts américains, c'est-à-dire l'État américain, entrent en contradiction avec les intérêts des multinationales, parce que ce qui était derrière Tshombe, c'était les multinationales. Or, pour les intérêts américains, c'était comment lutter contre le communisme, contre l'Union soviétique, éviter à ce que le Congo tombe dans la sphère d'influence de l'Union soviétique. Les Russes, oui. L'Amérique a décidé d'armer les Nations Unies pour chasser Tshombe du Katanga. C'est ainsi qu'on a réunifié le Congo. L'histoire risque de se répéter. Kagame, Museveni ne vont pas occuper cet État-là, bien qu'ils ont derrière lui tous les hommes d'affaires de l'Union européenne. Parce que ce qui se joue ici, c'est la compétition entre la Chine et l'Amérique. Les États-Unis. Et l'Amérique, oui, avec les États d'Amérique. Donc, l'Amérique gagne beaucoup plus quand on a un État stable, un État uni, un État organisé, qui peut faire à ce que les chaos, on mette fin au chaos qui profite à la Chine. Donc, c'est ce qu'on appelle la contradiction principale. Vos discussions Kinshasa ici, vous perdez le temps. Pour aller vite, je pense qu'on arrête toutes ces discussions-là. On perd le temps. Qu'on mette l'armée en place, qu'on nettoie l'armée, qu'on nomme les meilleurs d'entre nous, qu'on mette un nouveau gouvernement avec des meilleurs d'entre nous, des gens propres et honnêtes. On revoit notre justice. Tous les bandits, tous les corrompus, les infiltrés, il faut les enlever. Ainsi, l'Amérique viendra investir. Si rien n'est fait, nous risquons de payer trop cher. Et ça, je m'adresse à la classe politique. Il est temps de se ressaisir. Merci bien, monsieur Freddy Mulumba. Les amis, c'était Freddy Mulumba, politologue, journaliste, homme de médias, homme très influencé dans le combat de l'Holocauste congolais. Il est parmi les gens qui vulgarise tous les jours ici. Il a même un t-shirt qu'il imprime, qu'il porte dans sa librairie. Ce sont des livres, des Chadorana, de tous ces gens-là qui se défendent la République. Les amis, c'était les mags offline. Nous aurons M. Freddy à une autre prochaine occasion pour plus de sujets. Au revoir et à la prochaine.